Merci beaucoup. Merci Franck. S'il n'y a pas d'autres questions ou de remarques à ce sujet, je vais laisser la parole à Jessie Louiseur du BRGM. Oui, bonjour à tous. Alors, je partage mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez mon écran? OK, Oui. je vais peut-être couper la caméra parce que j'ai déjà été éjectée 3 fois, donc on va peut-être éviter pendant la présentation. Bonjour à tous, donc Jessie Louiseur du BRGM. Donc aujourd'hui, on va parler de quelques résultats en fait obtenus, s'il veut bien. Obtenu, en 2022. Donc, dans le cadre de 2 projets, il y a 2 choses dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, donc qui sont en lien ou en collaboration avec le GT Tempête et Submersion historique. Donc tout d'abord, le projet CIDRE. Ne me demandez pas d'où vient le nom, chacun peut se faire son avis. Mais, du coup, CIDRE, donc c'est un projet exploratoire interne au BRGM qui porte sur la science des données pour l'analyse des événements historiques dans l'évaluation des risques. Donc ça, c'est voilà pour l'acronyme. Et donc ça prend en compte en fait plusieurs aléas, plusieurs thématiques, allant de la submersion marine à d'autres aléas telluriques tels que les séismes, tsunamis, mouvements de terrain et j'en passe. Et en fait, l'année dernière, pour ce qui concerne les tempêtes et submersions historiques, ce qu'on a voulu faire, c'est rejouer, ou du moins refaire, l'atelier d'évaluation de la fiabilité des documents historiques, documents et données historiques, qu'on avait déjà fait lors de notre, première plénière il y a un peu plus de 2 ans, quand j'étais. Et donc là, on a voulu la refaire, avec les collègues, d'autres thématiques, donc à un public élargi ou à d'autres domaines. Et donc c'était, animé par Emmanuel Attimon, donc qui est à l'origine de la méthode qui est censée être un peu, abordable à des non-initiés en histoire. Et voilà, et puis on a essayé de réfléchir à, comment transférer en fait cette méthode-là à des aléas qui sont autres que la submersion ou les tempêtes. Et puis dans un deuxième temps, j'aimerais revenir avec vous sur, le stage, copiloté l'année dernière, le stage de master 2 de Daniela Linares, copiloté avec Météo France. Et puis voilà, donc il s'agissait d'appréhender, d'un peu déblayer le terrain de l'action à point de point de la feuille de route submersion marine. Donc qui consiste en disposer d'une base de données d'événements de tempête ou cyclones historiques à l'origine de submersion, tout en essayant de se baser, en fait, de capitaliser sur des outils déjà existants. Voilà. Donc bon, je vais commencer par ce qui a été fait, du coup, un petit retour sur l'atelier, d'évaluation de la fiabilité des sources, hein, donc dans le cadre de CIDRE. Donc je suis désolée, je ne peux pas rentrer dans le détail de la méthode. Si vous voulez plus d'infos, il y a le papier d'Emmanuel Attimon de 2022 et puis sinon, elle nous avait fait une présentation donc lors de la première, plénière dont Nathalie a donné le lien. Donc si vous êtes intéressé par avoir un peu plus de détails sur la méthode, n'hésitez pas. Donc c'est une méthode en 3 étapes, la première étant, une analyse critique des documents historiques, des sources, donc sur la base d'une notice préalablement rédigée par un historien. Donc c'est une vingtaine de questions assez, c'est assez auxquelles il faut répondre. C'est assez facile et rapide, avec des commentaires ouverts également, et puis sur plusieurs sections portant sur le document, l'auteur et puis et l'événement. La deuxième étape consiste en un arbre un peu de décision, une arborescence qui porte sur 4 critères. Et au bout et puis la finalité en fait de cette arbre, c'est de donner une notation à chacun des critères. Donc ces différents critères, au nombre de 4, c'est le type de document, le lien au témoignage, le recoupement avec d'autres sources historiques et puis la qualité des données contenues dans la source qu'on étudie. Et puis enfin,
on va essayer de pondérer cette notation pour avoir toutes les notes des différents critères pour avoir une notation globale et essayer de donner en fait une espèce de note de fiabilité à notre document et indirectement aux informations contenues dedans. Donc, par plusieurs systèmes d'experts, donc ils sont au nombre de 4. Donc, un système, on va dire, à dire d'experts, donc vraiment qualitatif et donc basé sur l'expérience de l'historien, et puis 3 systèmes un peu plus quantitatifs basés sur des fonctions de pondération. Donc voilà, donc on a mené cet atelier-là avec les collègues en présentiel, donc ce qui était quand même appréciable comparativement à la fois où nous on l'avait fait en GT en distanciel. Et donc quelques points de compréhension de la méthode par les participants qui étaient un peu, c'était un peu panaché dans les thématiques. Donc une majorité quand même de participants qui travaillent sur des phénomènes météo-océaniques. Quelques-uns qui travaillent sur la thématique sismique et tsunami, et puis également aléas gravitaires, donc tout ce qui est chute de blocs, glissement de terrain. Donc les collègues en sont venus à la conclusion que les critères 1 à 3, donc type de document, auteur et puis et croisement de différentes sources, se concentrent plutôt sur la fiabilité du document en lui-même. Et le critère 4, lui, il focalise un peu plus sur la cohérence du contenu. C'est ce qu'ils ont appelé le critère métier, où là, leur expertise, en fait, est en jeu. Et ils peuvent vraiment juger de la qualité des éventuelles données dans le document. Il n'empêche que le rôle de l'historien reste primordial, ça c'est revenu, ça avait déjà été acté il y a 2 ans, là, enfin, c'est toujours la même chose. On a quand même besoin d'un historien à minima pour la notice et puis même pour certaines questions, parce qu'au final, l'exercice a été fait en petits groupes et quand on confronte les résultats, ils sont pas forcément les mêmes, on n'a pas forcément la même logique, donc l'expertise de l'historien reste primordiale. Alors, à la question, est-ce que c'est transférable à d'autres aléas? En fait, on en a conclu que certains poids donnés aux différents critères pourraient changer si l'aléa est différente. Également que l'utilisation de cette méthode, en fait, pouvait changer si notre phénomène est plutôt localisé, donc comme dans le cadre de chute de blocs, ou étendu, donc comme c'est le cas pour les séismes ou les tempêtes. Donc l'approche pourrait changer. Et puis les critères, donc 1 et 2, qui portent sur le type de document et le lien de l'auteur à l'événement, peuvent être inexistants dans certains cas. Donc il y a une collègue qui nous a fait remonter que, par exemple, pour les glissements de terrain, elle est plutôt confrontée à des témoignages oraux et du coup, on passe sur les critères 1 et 2, en fait. Donc ce serait aussi à adapter. Quelques questionnements. Donc l'importance de la pondération, je vous ai parlé des différents systèmes d'experts pour pondérer et puis avoir une note finale. Donc Emmanuel nous a fait remonter que il y avait les travaux d'EDF sur une comparaison de plusieurs approches de pondération. Donc on attend les résultats avec impatience. Sinon, on s'est aussi posé la question de comment prendre en compte en fait l'incertitude sur l'interprétation et la notice qui est donnée par l'historien. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait creuser, parce que même si l'approche historienne est censée être reproductible et que les historiens sont censés donner à chaque fois la même réponse, on aimerait bien savoir si effectivement c'est le cas et quelle incertitude liée à ça, en fait. On s'est aussi posé la question de comment modifier la méthode pour des documents plus récents, et est-ce qu'elle était applicable à des documents de type carte ou vidéo. Et donc ça, visiblement, c'est un travail qui est en cours dans le cadre du master de Thierry Souzeau. Donc voilà un peu pour quelques éléments qui semblaient être intéressants à apporter au groupe. Et puis sinon, rien à voir avec l'atelier, sur le retour d'expérience sur l'atelier, mais une
Une information intéressante aussi qui est ressortie du travail d'Annecy l'année dernière, c'est que dans la base SIS-France, donc la base séisme historique, il y a 684 événements qui sont éjectés, répertoriés comme étant des faux séismes, donc pour diverses raisons, comme qui peuvent parfois, ce sont parfois des phénomènes de type tempête. Et du coup, cette base de données de faux séismes a été confrontée à la base TSH, donc tempête et submersion historique de l'IRSN, et à la base de données historiques d'inondation. Et en fait, il s'avère que dans cette confrontation un peu sommaire, il y a déjà 13 événements qui sont liés à des phénomènes de tempête ou submersion, donc survenus entre 1705 et 1924. Il y en a possiblement plus, et voilà, c'était intéressant de voir ça. Alors maintenant, si je me concentre un peu sur le stage Météo France BRGM qui a eu lieu printemps-été dernier. Donc les objectifs étaient d'une part d'explorer différents types de données recensées dans différentes bases, d'en faire une analyse qualitative, quantitative, et puis également quelques recommandations quant à l'utilisation des bases et leur disponibilité et accessibilité, d'essayer d'établir des liens entre les différentes bases, d'évaluer les besoins tant des utilisateurs que des opérateurs risques. Et puis, on va dire en objectif un peu subsidiaire, de proposer un arbre de décision à destination des missions RDI, donc RDI, référent départemental d'inondation, ayant la compétence littorale, pour les accompagner dans le renseignement d'un tableur de capitalisation de données qui avait été proposé par le CERIMA. Voilà, donc à noter que ce stage-là était quand même pas mal suivi. Il y avait un comité de pilotage, donc avec la DGP1, donc côté Chapi, le CEREMA et le CHOM, en plus de Météo France et du BRGM. Il s'est réuni 4 fois pendant les 5 mois de stage, donc ça a été quand même une fréquence assez soutenue. Là, je vais passer sur quelques figures, quelques résultats que Daniela a pu sortir durant son stage. Donc là, on a un exemple de couverture temporelle, en fait, de différentes bases du XIIe siècle à nos jours, et avec un zoom sur une partie plus récente, là, dès le milieu du XXe siècle. Donc là, c'est vraiment que la couverture temporelle, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de densité de données. Ensuite, une couverture plutôt spatiale, donc là, elle s'est concentrée sur métropole et Corse, donc couverture spatiale où les données étaient présentes. Ensuite, pour essayer de faire le lien entre les différentes bases qu'elle a pu étudier, elle a utilisé ou créé des caractéristiques, donc qui donnent une vision de la structure de la base, mais d'un point de vue utilisateur, en fait. Donc avec une structure un peu basique. Ici, c'est un exemple pour Météo France, donc de la cartographie et puis des fiches tempêtes, de l'ensemble du catalogue de fiches tempêtes, voilà, qui est détaillé avec les différents champs et la disponibilité des données. Et puis, donc j'en parlais tout à l'heure, un arbre alors c'est arbre au singulier, un arbre de décision donc à destination des missions RDI. Donc, pour savoir où aller chercher la donnée, enfin, quel chemin à suivre, en fait, pour aller chercher la donnée nécessaire à remplir le tableur proposé par le CEREMA. Et en fait, il faut dire que ce point a été un peu frustrant pour Daniela parce qu'elle n'a pas pu faire tester, en fait, l'arbre de décision aux missions RDI, bien qu'elle ait quand même échangé de manière directe avec 5 missions RDI littorales sur une trentaine. Elle s'est en fait, elle a été assez vite confrontée au fait que, donc là je vais noter, donc 60% des RDI interviewés, donc 3 sur 5, n'avaient pas forcément connaissance de la méthode des analogues. Donc la méthode des analogues, c'est quoi? C'est en fonction des conditions, de manière très schématique, en fonction de conditions
passées, donc conditions hydrométéo passées, ayant eu des impacts à terre, en faire un atlas, et puis en situation de gestion de crise, on va, en fonction des conditions actuelles qu'on a, on se dit, on va taper quel serait l'impact possible à terre en se basant sur ce qui s'est déjà passé, de manière très schématique. Donc, ils n'avaient pas forcément connaissance de cette méthode-là, utilisée par plusieurs opérateurs, et qui avaient un cruel besoin d'informations, voire de formation, ne serait-ce que sur les variables océanométéo. Donc, les fiches, par exemple, les fiches type de données sont quand même un bon point de départ. Donc, ce que Sabine et Aurélie nous ont présenté tout à l'heure, c'est un bon point de départ pour, comme information, en fait, pour les RDI à compétences littorales qui sont pas forcément à l'aise, en fait, avec ces variables-là. Et puis sinon, elle a, donc de ces interviews, elle a pu en faire un questionnaire, en fait, qui est diffusable un peu plus largement au reste des RDI, et puis voir si, en fait, si c'est vraiment une tendance qui se confirme, ou si c'était anecdotique, le fait que les RDI, qui, en fait, leur mission littorale est assez récente, ça date de 2018, pardon, et la mission étant historiquement fluviale, c'est normal qu'il n'y ait pas encore une maturité sur ce volet-là. Pour revenir sur les bases de données qu'elle a étudiées, elles n'ont pas forcément la même finalité. Donc, si on compare, par exemple, la base Gaspard, qui contient les arrêtés de catastrophes naturelles, sa finalité est totalement différente de la base de données tempête et submersion historique. Donc, ça peut être difficile de comparer les bases en se basant sur des champs communs, même avec les caractéristiques. En fait, faire des ponts entre les différentes bases, ça peut être assez compliqué. Et au final, sur toutes les bases qu'elle a pu comparer, il n'y a que le champ de la date, en fait, qui est commun, de la date des événements, qui est commun à toutes les bases, en sachant quand même qu'il faut considérer une fenêtre temporelle de plusieurs jours, parce que pour une tempête, par exemple, la date sur une région ne sera pas forcément la même sur une autre région. Donc, à l'échelle nationale, les dates peuvent varier. Bien sûr, certaines façades présentent de faibles taux de données disponibles, notamment en Outre-mer, où pourtant ce sont des façades quand même sujettes aux aléas à étudier. Et puis, ce qui est remonté des entretiens également des RDI, c'est un besoin d'un point d'accès unique à la donnée. Mais c'est aussi, quand on regarde les questions dans le chat, ça a l'air d'être une préoccupation qui ne s'arrête pas au RDI. Voilà, donc en perspective, pour revenir au projet CIDRE, donc cette année, les efforts sont plutôt mis sur les aléas telluriques. Pour ce qui concerne la submersion marine, Franck nous en a parlé tout à l'heure, mais on participe au benchmark des différentes méthodes d'intégration des données historiques. Et puis, sinon, il y a une thèse, donc le projet est en lien avec une thèse qui va démarrer là en avril 2023 sur la gestion des catastrophes naturelles à La Réunion depuis 1650, donc chronique géohistorique, impact socio-économique et adaptation du territoire. Et en fait, la co-directrice de thèse est intéressée par les travaux du GT, et également OK pour que il serait intéressant que la thésarde présente pourquoi pas en prochaine plénière l'année prochaine, quelques résultats de sa première année de thèse. Voilà, et puis pour ce qui est de la feuille de route submersion marine, l'action 1.2.1, donc ce qui ressort du stage et puis des premières réflexions côté BRGM, c'est donc pourquoi pas essayer de réfléchir à un mode de collecte des données entre les différents organismes partenaires, donc tant sur les formats que la définition d'un mode de fonctionnement un peu
semblable quoi, à tout le monde. Et puis, également réfléchir à un portail qui donne accès en fait à des réplicas des différentes bases de données, donc à des données essentielles, ou alors réfléchir à une architecture commune si on est un peu plus ambitieux et qu'on a qui a l'utilité de le faire, voilà. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse entre les différents copilotes et contributeurs de la feuille de route submersion marine. Et c'est tout pour moi. Très bien, merci Jessie pour cette présentation. Je vois que Marc a été très réactif, donc je laisse la parole à Marc. Merci Jessie. Je voulais savoir si tu avais un exemple de pondération qui est différente selon le type d'événement extrême, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors non, là, c'est purement, enfin, pas à dire d'experts, mais c'est les collègues d'autres thématiques qui, ouais, c'est ça, c'est à dire d'experts, se disent que les pondérations seraient peut-être pas les mêmes, en fait. Comme je disais, une collègue où elle se base pas du tout sur des documents historiques, mais plutôt sur la mémoire orale, enfin, je suppose que la pondération sur le critère et de l'auteur et du type de document sera pas la même que celle que nous, on utilise. Mais j'ai pas d'exemple concret. Moi, j'avais également une question. Est-ce que vu que la thèse dont tu parlais sur la gestion des catastrophes naturelles à La Réunion va se lancer incessamment sous peu, est-ce que tu peux nous donner le nom des encadrants ou éventuellement le nom de la personne déjà qui va faire cette thèse? Et en effet, oui, je pense que ça peut être la prochaine réunion plénière peut être une très bonne idée pour la présentation de ces travaux. Alors la co-encadrice côté BAGM s'appelle Marie Chaput et je peux retrouver, je vous mets dans le chat en fait le nom des autres. Je cherche vite fait dans mes mails. J'ai le prénom de la thésarde, mais j'ai pas son nom en tête, donc je vous mets ça dans le chat. Ok, très bien, merci. Il me semble que Lise a levé la main. Lise? Oui, bonjour à tous. Donc Lise BRSN. Jessie, je suis désolée parce que j'ai loupé le tout début, donc tu l'as peut-être dit. Le projet CIDRE, là, ce que je comprends, c'est un projet interne BRGM qui se Oui, c'est base ça. sur... C'est un D'accord. projet exploratoire en fait interne BRGM où on teste différentes choses. Et les critères que tu proposes pour l'analyse que tu as présenté pour l'analyse de la fiabilité des sources historiques, là, ça reprend la méthode développée par Emmanuel Atimon ou c'est Mais des c'est carrément ça, adaptations? en fait, c'est Emmanuel est venu nous faire l'atelier en présentiel en novembre 2022. D'accord. Donc, c'est sa méthode qu'elle nous a représentée pour ceux qui l'avaient déjà suivi et puis présentée à ceux qui ne connaissaient pas. D'accord, merci. Il y aurait des choses qui sont sorties qu'on pourrait consulter ou Alors, aux dernières formaliser? nouvelles, elle nous a dit qu'il y avait un article en préparation. Et là, comme elle est un peu sous l'eau, il n'était pas encore finalisé, mais que c'est un objectif pour 2023. Donc, on espère que ce sera bon, qu'on y aura rapidement accès. Oui, parce que du coup, à ma connaissance, c'est enfin, il y avait eu un atelier un peu de ce type sur quelques documents, mais là, je comprends que ça a été fait à beaucoup plus large échelle. Non, Et, c'est aussi sur quelques documents. Enfin, le corpus on partait donc le corpus de documents, on partait également de 5 documents de mémoire. d'accord. Et ça a plutôt porté sur donc après l'exercice, sur la réflexion du est-ce que c'est transférable ou pas à d'autres aléas? Si oui, quelles seraient les différences?
Est-ce que ça peut aider en fait les collègues parce qu'on manque, enfin, on manque cruellement d'historiens et d'historiens en interne en fait à qui on peut aller frapper à la porte et puis et demander, enfin poser toutes ces questions-là. Donc c'est vrai qu'une méthode pour les non-initiés, ça intéresse pas mal de monde. Ok, merci, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques?